Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente très rapidement. Donc, je m'appelle Yann Philippe, je suis photographe. J'enseigne également à l'école des Gobelins, donc notamment tout ce qui concerne les problématiques de post-production. Et par ailleurs, je suis spécialiste de la retouche d'images. Donc, je dirige une entreprise de post-production photo, donc de traitement d'images diverses et variées, que ce soit pour de l'institutionnel, du commercial, de la publicité, enfin, différents niveaux en fait de post-production. Alors, on va vous parler d'intelligence artificielle. Je reviens très rapidement en fait sur le pourquoi du comment je me retrouve aujourd'hui devant vous à vous en parler. En fait, l'IA, en tant que photographe, on s'en sert déjà depuis un bon petit bout de temps, mais via des algorithmes qui ne nous inquiétaient pas trop à l'époque. C'était des algorithmes qui nous permettaient d'agrandir des images. Donc voilà, on pouvait partir de petites vignettes de 800 par 600 pixels et puis en faire un poster. Voilà, on m'avait appris que c'était pas possible, et puis finalement, de fil en aiguille, grâce à ces algorithmes d'intelligence artificielle qui ont été spécifiquement entraînés à réaliser une tâche précise, eh bien on pouvait faire ça. Donc agrandir une image, c'est possible, en tout cas pour le grand public, depuis 2014-2015. Donc ça fait déjà un petit moment. Ensuite, suite à ça, on a pu être capable de recoloriser des images. Donc on partait de noir et blanc, recoloriser des images. On a pu être capable d'insérer de nouvelles photos dans un film, de nouvelles images donc pour le rendre plus fluide. Voilà, donc c'est tous ces petits outils qui en fait nous ont facilité la vie. On était bien content que cette intelligence artificielle fasse son irruption dans nos travaux, dans nos vies de photographes. Et puis, soudain arrive la fameuse IA générative, donc qui est capable de créer de nouvelles images ex nihilo, enfin vraisemblablement ex nihilo en tout cas, à partir de descriptions textuelles. Donc ça, pour le grand public, c'est très récent puisque ça date de 2021, la date où on a commencé à voir apparaître les DALL-E, Midjourney, Crayon et toutes ces autres IA, et maintenant il y en a pléthore. Aujourd'hui, je pense que chaque semaine, j'en vois au moins 4 ou 5 nouvelles qui se lancent sur le marché. Alors pour bien savoir de quoi on parle, parce que souvent moi j'ai l'occasion au cours de conférences comme celle-ci ou autres d'échanger avec tout un tas de personnes très intéressantes sur le sujet, mais je pense qu'il est capital, pour ne pas dire crucial, de comprendre comment ça fonctionne et d'où ça vient pour pouvoir ensuite en débattre. Et c'est vrai que même si on ne va pas en parler aujourd'hui concernant les questions de droit, on est face quand même à un gros problème et ça constitue un vrai précédent. C'est qu'on ne sait pas comment l'aborder, puisqu'on est dans quelque chose de totalement nouveau, de totalement disruptif. Alors, à la demande de Jacques, je vais vous faire un rapide récapitulatif. Donc, je ne sais pas parmi vous s'il y en a qui utilise un peu l'IA, qui s'est vraiment renseigné, connaît déjà bien le sujet des IA génératives. Je sais pas, pas trop. Ok, donc je pense que c'est important de revenir à l'origine. Alors, dans un premier temps, vous voyez l'illustration ici au vidéoprojecteur. L'idée, notamment pour les grands groupes de moteurs de recherche, donc on pense à Google, on pense à Yahoo, leur problématique était en fait d'être capable de trouver des mots-clés, non pas dans des textes, pour vous permettre de trouver tout et n'importe quoi en tapant ce que vous désirez dans la barre de recherche. Donc le contenu textuel, ça ils savaient faire, ils ont réussi à en être capables très rapidement. La vraie problématique, ça a été en fait de faire parler les images d'une certaine façon, donc d'obtenir automatiquement un descriptif des visuels qui étaient hébergés sur Internet. Donc on a eu ce début et Google est très rapidement devenu leader là-dedans, donc on a eu comme ça des analyses d'images pour réussir à les décrire précisément. Donc une fois qu'on a les mots-clés, on arrive à interpoler et à avoir une description de l'image. Donc à force d'itération, on arrive finalement à des descriptions qui vont être ultra précises. S'il y en a parmi vous qui utilisent Google Photos via leur Android, parfois il vous fait un album tout seul à partir des fêtes d'anniversaire ou des chats ou de la nature. Voilà, c'est un peu une représentation manifeste de cette technologie-là, qui est devenue au fil des années de plus en plus performante. Alors, il faut savoir que c'est quand même nous qui les avons un petit peu entraînés, on les a aidés à être capables de faire ça. Donc quand vous cliquez là-dessus, dans les cas un peu difficiles, les cas les plus particuliers, vous donnez un petit coup de main à ces algorithmes pour mieux repérer dans les amas de pixels des formes distinctives, des éléments précis. Alors, là, on arrive, je fais un petit bond en avant, on arrive vers 2014, donc c'était il y a un petit peu moins de 10 ans. C'est à cette époque-là que les ingénieurs ont eu cette idée
à la fois très simple et à la fois génial, de se dire, bon, maintenant qu'on a l'image et que l'algorithme arrive à nous sortir le texte correspondant, qu'est-ce qui se passerait si on demandait à l'algorithme de faire l'inverse, c'est-à-dire de lui donner le texte et de faire en sorte qu'il arrive à générer une image, à générer des pixels. Donc tout au début, ça a été mis en place par un chercheur du nom de Ian Goodfellow, et pour cela, il a décidé en fait de travailler en mettant deux algorithmes en compétition. Je vais y revenir. Alors, la chose importante, c'est que à partir de là, pour par exemple ici demander à l'algorithme de générer une image de personnes jouant au ballon sur une plage, eh bien, il faut que l'intelligence artificielle, en tout cas dans sa forme la plus simple, sache de quoi on parle. Donc il faut qu'elle sache ce que sont des personnes, ce qu'est un ballon, ce qu'est une plage. Et si on demandait des choses plus compliquées, par exemple on a évoqué Jacques Chirac, eh bien il faudrait tout un tas de photos de Jacques Chirac pour pouvoir générer un faux Jacques Chirac réaliste à partir d'un référentiel. Donc pour ça ont été mis en place des datasets. Donc ce qu'on appelle des datasets, en fait, ce sont des ensembles de données. Et ces datasets servaient normalement uniquement, initialement en tout cas, pour l'exploration, pour le milieu de la recherche. Donc un dataset concernant l'image et le monde des arts visuels, qu'est-ce que c'est? Eh bien simplement, il s'agit d'un énorme répertoire d'images et de leurs descriptifs. Donc il faut savoir que ce descriptif, la plupart du temps, il a été généré automatiquement par un algorithme. Ou bien il provient du contexte de la photo. Si la photo est sur un site de presse, un site de news, on a le contexte. Donc on a forcément les mots-clés associés. Donc là, par exemple, j'ai tapé photographe en action et on trouve tout un tas de photos de photographes en action. Donc vous voyez qu'il y a différentes langues, il y a différents types de photos. On a du reportage, on a de la photo studio, on a déjà du compositing, on a de la photo de l'image banque, l'image de stock. Et donc ces datasets, bon, il y en a plusieurs, je vais vous en parler d'un des plus connus, qui s'appelle le dataset Lion 5B. Alors 5B c'est pour 5 billion ou 5 milliards, donc 5 milliards d'images et leurs descriptifs textuels. Rendez-vous juste compte, 5 milliards c'est gigantesque, nous à notre échelle de petits êtres humains on n'arrive pas à se représenter ce que c'est. Si je vous dis 5 milliards de secondes, bon, vous savez que c'est beaucoup, vous sentez que c'est beaucoup. J'ai fait un petit calcul bête et méchant, alors je vous donne juste mes conclusions, c'est que pour regarder ces 5 milliards d'images, si vous ne regardiez que chaque image pendant 5 secondes, donc juste le temps de comprendre ce que c'est, qu'est-ce que l'image raconte, 5 secondes ça passe très vite, il vous faudrait 2 vies complètes pour voir tout Lion 5B. Alors, en dormant un petit peu, en dormant 7 heures par nuit, mais ça vous fait quand même voilà, beaucoup de temps. Donc à partir de ça, et je reviens sur l'idée de ce bon vieux Ian Goodfellow, donc c'était lors d'un débat avec ses étudiants qu'il a eu cette idée, et le principe pour lui a été de mettre en compétition deux algorithmes, ce qui n'avait jamais été fait jusqu'auparavant en informatique. Alors ça a l'air très bête, mais finalement on va prendre deux algorithmes et on va assigner une tâche spécifique à chaque algorithme. Un algorithme doit générer des images, donc il en produit, il crée du pixel, et il met des pixels côte à côte, de façon plus ou moins aléatoire, dans un premier temps. Et à côté de ça, on va adjoindre un second algorithme dont le rôle va être de juger la production du premier. D'accord ? Donc je vous ai fait une petite analogie relativement simple. On a ici donc un générateur, c'est l'algorithme qui génère, comme s'il faisait de la fausse monnaie, des fausses images, des images forgées, et un discriminateur, donc c'est un peu comme un détective, et lui va déterminer là si la création est plausible ou pas. Et à partir de là, on va les faire se battre. Et en les faisant se battre l'un contre l'autre, ils vont progresser. L'un va devenir un meilleur faussaire, et l'autre va devenir un meilleur détective. Et pour cela, les deux vont avoir accès à la banque. Donc ça, la banque, c'est le dataset. C'est le savoir absolu, le savoir complet. Donc ils ont besoin de la banque, l'un pour discriminer, l'autre pour générer. Et à partir de cela, on va comme ça progresser, donc par étapes, par échantillon. Alors c'est assez long, c'est assez lent comme process, et ça demande beaucoup de progression. Alors là, malheureusement, j'ai plus mon animation, donc ça formait un visage au fur et à mesure. Donc on commence très simple, on commence comme ça avec des petits échantillons de quelques pixels, donc c'est du 6 par 10, 12 par 12, et on monte de plus en plus, jusqu'à obtenir une image qui va être réaliste, qui va être crédible, tout simplement. Bon, alors là, il faut imaginer que petit à petit, on a un visage qui se forme dans la présentation. Voilà, je vous l'ai mis ici. Donc vous voyez qu'en 2014, on avait des tout
petites images. Donc vraiment, quand je dis toutes petites, on était quand même sur du 12 par 12 ou 16 par 16 pixels. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est absolument microscopique dans un fichier numérique. Et là, aujourd'hui, on est capable de générer des images qui vont, grosso modo, on est par du 2000 par 2000 ou du 3000 par 3000 pixels. Donc ça commence à être quand même des images qui peuvent être exploitables, qui peuvent être exploitées. Donc ce fonctionnement-là, on appelait ça les GAN, en français, réseau de neurones génératifs adverses. Donc adverses, donc ils sont en compétition. Donc ça, c'était le premier principe de ces IA. Elles utilisaient des datasets. Alors attention, dans les datasets, si on regarde un petit peu, Lion 5B notamment est accessible de façon publique, donc vous pouvez vous rendre sur le site et chercher tout ce que vous voulez. Vous tapez Annie Leibovitz, vous trouvez tout un tas de photos d'Annie Leibovitz. J'ai travaillé avec un photographe de presse, il a tapé son nom et il a été assez consterné de voir plusieurs de ses portraits de Michel Houellebecq apparaître. Voilà, donc ça a été utilisé et les agences qui exploitent le dataset Lion 5B utilisent donc des images copyrightées. Voilà, je ferme la parenthèse là-dessus. Alors le problème de ce type de fonctionnement-là, c'est qu'en fait c'était très ciblé, c'est-à-dire que là un réseau génératif adverse, il peut faire soit des visages, soit des avions, soit des chiffres, il a vraiment un rôle précis qui lui est assigné. Il ne peut pas faire autre chose. Et c'est là qu'arrivent les modèles de diffusion. Alors le chat était censé se diffuser vers du bruit complet, imaginez-le. Le principe est très simple, je ne sais pas si parmi vous il y a des utilisateurs, utilisatrices de Photoshop. Il faut imaginer en fait le curseur bruit qui dégrade totalement l'image vers un ensemble, un nuage de pixels aléatoires. Donc ça c'est le fonctionnement actuel des IA. Et on appelle cela un modèle de diffusion. Pourquoi ? Parce que en fait, toutes les images du dataset ont été prises, une à une, et automatiquement, par un algorithme, une fois encore, ont été diffusées vers un nuage aléatoire. Et l'IA a retenu ce passage, cette dégradation de l'image vers un nuage de bruit aléatoire. Et à partir de là, une fois qu'elle a dégradé les 5 milliards d'images et se souvient du chemin, on va lui dire, ok, maintenant on va faire l'inverse. Tu pars du nuage aléatoire et tu repasses vers l'image. La plupart des IA fonctionnent ainsi. On leur apprend un chemin et on leur demande de faire le chemin inverse. Voilà, pensez image de petit pousset. On fait le chemin et il faut le faire dans l'autre sens. Tout ça, on est venu le connecter à des modèles de langage, donc le langage, des mots, tout simplement, des mots, des idées. Et on arrive donc à des IA qui sont capables de générer tout et n'importe quoi, et qui ne sont plus du tout comme ça sectorisés, spécialisés. Donc il n'y a plus l'IA pour les chats, l'IA pour les avions, etc. Vous pouvez entrer n'importe quoi comme insertion textuelle, donc on va parler du prompt, ce qu'on demande à l'IA, l'instruction. Vous pouvez écrire en français, en anglais, elle connaît la plupart des langages courants, et à partir de là, le modèle de diffusion va vous générer une image. Donc je vous explique ça de façon très simple, c'est qu'en fait, il ne s'agit pas du tout de petits copier-coller, de petites zones de pixels, donc c'est pour là qu'en termes de droit ça devient très compliqué, c'est que c'est pas un patchwork d'images existantes, c'est un peu comme si on avait pris toutes les images existantes du monde entier, avec leurs concepts, on les avait fondues dans un énorme creuset, et à partir de ce creuset émergent de nouvelles choses qui n'existaient pas auparavant. Donc en termes de droit, vous comprenez que ça pose quand même très gros problème. Donc, à partir de là, on peut générer autant d'images que possible à partir d'une instruction textuelle précise. Là, je vous l'ai mis en anglais tout en haut, donc on donne des instructions et on obtient comme ça des générations. Alors, il faut savoir, je vous ai mis les petits dés parce que vous pouvez relancer les dés aussi souvent que vous voulez. Alors, sauf que quand on lance des dés, vous savez que le nombre de combinaisons, évidemment, il est limité si vous n'utilisez que 2 dés. Et bien là, il faut imaginer que vous lancez 5 ou 6 dés simultanément à chaque fois. Donc, vous allez obtenir tout un tas de variations. Et même si là, on est quand même globalement sur la même image, hein, c'est le même concept, et pourtant, ce ne sont pas les mêmes. Donc, à partir de là, je peux générer comme ça indéfiniment, et j'aurai toujours des petites variations jusqu'à obtenir l'image exacte. Donc là, imaginez le client qui veut une image de son produit, il va générer comme ça toute la journée, et au bout d'une journée, il aura peut-être fait 15 000 photos, et sur les 15 000, il en aura peut-être la bonne. Donc pour l'instant, on est encore un petit peu dans le jeu du hasard, mais ça tend petit à petit quand même à se préciser de façon assez impressionnante, voire inquiétante. Donc, voilà. Ouais, pardon. On pourra avoir le support ou... Oui, bien sûr. Des photos, Ouais, pas de problème. Alors, je vous montre ici février 2022, c'était il n'y a pas si longtemps, c'est il y a 1 an et demi.
Donc quand Midjourney a été rendu public, vous demandiez ici, donc en anglais, hein, c'est plus facile, un beau modèle féminin qui porte un habit street avec un masque de ski, de mode, image inspirée de Wes Anderson, une photo de Romain Ressia, là, bah oui, on peut mettre des noms de photographes existants, pour essayer de pirater leur style. Et là, vous voyez quand même, en termes de photoréalisme, de crédibilité, comment ces visuels se sont précisés. Donc là, je les refais juste il y a quelques semaines, et voici le résultat actuel. Donc vous voyez qu'on a les reflets des boîtes à lumière, on a les précisions dans les textures, que ce soit du vêtement ou de la peau dans le modelé. Alors les images sont certes encore très typées, elles ont une typologie IA que certains vont réussir à repérer, d'autres déjà beaucoup moins. Mais cette typologie tend à se gommer, c'est-à-dire que je pense que dans un an, lorsque nous en reparlerons peut-être, on risque de ne plus trop différencier l'image générée de l'image, de la véritable image photographiée. Voilà, donc on a comme ça tout un tas d'outils qui sont en train de sortir. Alors je vais simplement vous montrer la petite vidéo qui est. Jacques m'a dit qu'elle était sur le bureau. Où est la vidéo? Ah, vidéo.mp4. Elle est pas là? Sinon on la montrera plus tard, c'est pas très grave. Bon, je vous la montrerai plus tard, là ça ne fonctionnera pas tout de suite. Affichage d'un écran. Alors, je l'ai malheureusement pas là tout de suite sur cette présentation-là. Alors, je vous invite à regarder les travaux. Son nom est tout en bas, en tout petit, Frederick Johnson, retenez ce nom. Il utilise énormément l'intelligence artificielle, donc vous avez aujourd'hui tout un tas de nouveaux concepts, donc je vous les décris très rapidement, in-painting, out-painting, control-net. En gros, toutes ces améliorations, pour l'instant très cryptiques, très techniques, ce sont des nouvelles capacités qui sont données à l'IA semaine après semaine. Donc c'est-à-dire qu'on peut effacer des parties d'image, recréer des parties d'image, partir d'une véritable image photographique et inventer ce qui manque. Donc ça a été fait notamment sur plusieurs campagnes. Vous pouvez mettre en entrée un petit dessin, un petit croquis réalisé par vos enfants, et il va servir de modèle à l'IA qui va se baser sur ces formes. Donc par exemple, si vous mettez un monsieur debout comme ça ou comme ça, eh bien le personnage généré adoptera ces positions-là. Vous pouvez faire des variations d'images. Par exemple, vous pouvez donner en entrée une de vos propres photos et il va se baser sur votre photo pour la décliner, faire des centaines de déclinaisons différentes. Alors, entre-temps, l'IA n'oubliera pas de s'inspirer d'Annie Leibovitz et d'autres pour venir un petit peu raffiner quand même votre lumière. Hein, voilà. Et toutes ces nouveautés, aujourd'hui, commencent à nous donner quand même des possibilités qui sont presque sans limite. Et donc, le film que je voulais vous montrer, c'était un film entièrement réalisé par IA. Donc on a le mouvement, on a le script, on a la bande sonore, on a les sous-titres, tout a été, et bien évidemment l'image, tout a été généré en IA. Voilà, donc vous n'ignorez pas ces images, à celles que je vous montre, on est quand même dans quelque chose qui défraye la chronique presque chaque semaine. Vous aviez eu Macron qui sort les poubelles, Trump qui se fait arrêter par la police, le pape François en doudoune, vous avez cette fameuse image qui a gagné un prix pour les Sony Awards, qui est passé pour la photographie, alors que c'était généré en IA. Donc voilà, on est quand même dans quelque chose d'omniprésent aujourd'hui, en tout cas en ce qui concerne les images génératives, jusqu'à une confusion totale. Vous avez à gauche une vraie photo qui a été réalisée par Stéphane Mahé lors des manifestations concernant les retraites, et à droite vous avez une image entièrement générée par IA avec l'IA Midjourney dont vous avez sans doute entendu parler. Voilà, donc quand on est face à ces deux photos, il y a une véritable confusion, et cette confusion, en fait, elle n'a pas eu lieu concernant la photo de droite, qui a été absolument admise comme une photo réelle, alors que l'uniforme ne correspond à aucun uniforme de policier. Mais c'était pour l'image de gauche, en fait, la photo de Stéphane Mahé. En fait, sur Twitter, vous voyez un petit peu, là je vous ai mis un petit florilège d'avis. Beaucoup de gens ont cru qu'il s'agissait d'une fausse photo. Parce que, comme vous le voyez, la lumière est travaillée, le cadrage est travaillé. C'était presque trop parfait pour que ce soit un humain qui l'ait faite. Voilà, donc on a eu ce genre de résultat. Donc on est aujourd'hui dans une confusion absolue. Et cette confusion peut avoir des répercussions énormes sur le monde réel. Prenez cette image qui a été générée par IA. Donc c'est une fausse photo
d'une explosion aux abords du Pentagone, et l'image a été transmise sur les réseaux sociaux, et il y a eu un effet immédiat. Vous avez eu une baisse momentanée, alors quand je dis momentanée, c'est de l'immédiat, ça dure 5 minutes et ça reprend, 0,3% au niveau du cours de la bourse aux États-Unis, 0,3% pour une fausse image. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même énorme en fait. Ça représente quand même des millions de dollars à partir d'une photo comme ça qu'on peut générer en 3 secondes avec un logiciel quasiment gratuit. Voilà, donc ces images aujourd'hui, très difficile de réussir déjà à déterminer lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses. Elles sont plus vraies que nature et ça soulève tout un tas de questions. Alors, simplement pour le jeu, je vous ai fait un petit test, un petit interro surprise. Ici, vous avez des images que j'ai mises en relation. Donc, laquelle est une véritable image, laquelle est fausse, entièrement générée en IA. Donc, est-ce que qui vote pour A? Laquelle est vraie? A est vrai? A est vrai? Ok. Alors, A, c'est faux, c'est de l'IA. Et à droite, Spielberg est bien réel. Voilà, il est interdit de faire des selfies sur le tapis rouge. Justement, j'ai cru qu'il avait transgressé. Eh non. Ensuite, alors un petit paysage. Qui est vrai? Qui vote A? On sait plus. Est-ce que A est vrai? B, allez, levez la main pour B. Non, A est vrai. Il y a une signature en bas, ou alors elle a été générée, mais... Est-ce que l'IA commence à mettre ses signatures? Oui, l'IA met des signatures, mais qui sont illisibles pour l'instant. Ouais, c'est ça. L'IA a compris qu'on aimait bien les copyrights, donc elle met des faux copyrights, elle met des fausses signatures, mais qui sont illisibles pour l'instant. Bientôt, elle arrivera à les rendre lisibles. C'est pour ça que parfois sur des images, vous voyez le logo Shutterstock tout brouillé. Voilà, elle a compris qu'il y avait tout un tas d'images qui avaient ce Shutterstock qui barre les photos, donc elle le reproduit. Donc c'est pas lisible. Voilà, donc ici on a ça. Alors ici, vrai ou fausse? Ça devient très compliqué. Donc vous avez ce site que vous pouvez tester qui s'appelle This Person Does Not Exist, qui vous génère des visages uniques à la demande. Donc si vous voulez faire des faux profils LinkedIn, voilà, c'est l'outil parfait. Alors ici on replonge un peu dans une photo plutôt années 90, photo argentique, gros coup de flash dans le visage, photo d'étudiant. Une vraie, une fausse. Est-ce que A est vrai? Qui vote pour A? Ah, vous améliorez, c'est bien. Voilà. L'IA et le réel. Là, ça devient compliqué pour beaucoup de métiers parce qu'il faut imaginer quand même qu'à partir de descriptions textuelles très précises, même si on est un photographe de nature morte médiocre et qu'on pouvait très bien travailler pour la plupart de nos restaurants locaux, leur produire des petites images pour les cartes, pour les menus, si les menus sont standards, qu'on n'est pas chez un chef signature qui utilise des produits très rares, il va fort à parier qu'en fait l'image, je sais pas, du cupcake ou de la fraise ou n'importe quel autre ingrédient ou aliment existe dans le dataset. Et donc l'IA est capable de générer le repas, le plat. Donc ici, qui est vrai, A ou B? Est-ce qu'il vote A? Très peu. Voilà. Donc vous avez vu, la confusion est maximale. Il y a une question? J'ai une question. Comment peut-on vérifier rétroactivement que cette photo produite par IA ne correspond pas, on va dire, avec un certain pourcentage de fidélité à une vraie photo entière? Alors c'est très compliqué. On a des outils d'un laboratoire qui s'appelle Hugging Face. Vous pouvez trouver qu'il y a justement un outil qui permet donc d'envoyer la photo IA et de voir, en fait, enfin de deviner si elle a été générée ou si c'est une véritable photographie. Ces outils fonctionnent de plus en plus mal puisque l'IA est de plus en plus forte. Donc là encore, je pense qu'on va assister à une belle petite guéguerre entre les IA qui sont de plus en plus photoréalistes et les outils qui sont de plus en plus performants. Mais sauf que le problème, vous savez toujours, c'est qu'il y a toujours un temps d'avance sur l'IA, en l'occurrence. Donc ça va être très compliqué. La meilleure façon, à mon sens, pour l'instant, c'est de voir si la photo existe déjà sur Internet. Donc de la mettre dans Google et de voir s'il y a des correspondances visuelles. Mais deviner totalement que c'est une IA, il n'y a pas de possibilité. Et là, je vais aller un petit peu plus loin que ce que vous me dites. C'est que la véritable problématique pour moi, c'est pas d'essayer de différencier
photographie et IA, parce qu'on arrive petit à petit dans quelque chose de très entremêlé. Et notamment, on a de l'IA dans Photoshop, donc on peut partir d'une vraie photo et générer des petits morceaux. Donc peut-être que dans cette photo, le gâteau est faux, mais peut-être que la tasse est vraie. Et là, ça devient extrêmement complexe. Et peut-être que j'ai rajouté du grain sur l'ensemble et bougé les contrastes, auquel cas on est vraiment dans une création hybride entre l'IA et l'humain, et plus personne n'arrivera à détecter ce qui a été généré de ce qui a été photographié, capturé réellement. Voilà, et là on termine par une photo de mode, A ou B. C'est compliqué. Voilà, donc le réel à gauche, c'est une photo d'Irving Penn. À droite, j'ai demandé à l'IA de générer une image dans le style de Richard Avedon. Bon, il s'est un peu planté, mais il a des éléments. Voilà, donc on peut générer de la photo de mode également. Ok, alors ça, je vais passer très vite là-dessus parce que c'est pas trop le sujet. Ouais. J'ai une petite question à poser avec deux volets. Cette image fabriquée par l'IA, elle atterrit aussi sur le web. Elle, potentiellement, oui. Donc, tout à fait. Au bout d'un an ou deux, le fait qu'elle existait déjà sur le web, ça va encore complexifier le problème. Oui, alors moi, je vais vous donner un exemple concernant l'histoire de l'art. Et le deuxième volet, c'est de dire, est-ce qu'il n'y a pas, il semblait qu'il y avait une limitation au niveau des IA où ils ne prenaient pas d'image avant 2010. Alors, oui et non, ça c'est faux, parce que Midjourney, je pense, déjà le système est très opaque. J'ai demandé plus d'une dizaine de fois maintenant à son PDG d'expliquer un peu plus comment l'IA évoluait aujourd'hui, parce que maintenant elle s'est détachée des datasets, mais donc qu'est-ce qu'elle utilise ? Bien, par exemple, si vous voulez une variation d'une de vos photos, vous allez envoyer votre photo pour obtenir sa variation. Que va devenir votre photo que vous avez capturée avec votre appareil ou votre smartphone ? Moi, je pense qu'il y a fort à parier qu'elle va nourrir l'IA et qu'elle va resservir pour d'autres. En tout cas, c'est dans les CGV, hein. Et vous avez cliqué sur OK pour accéder au service. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a des images très récentes qui arrivent parce que c'est les utilisateurs maintenant qui nourrissent l'IA et plus les datasets. Ça, c'est le premier problème. L'autre problème, c'est que l'IA va s'auto-nourrir en permanence. Donc, elle apprend d'elle-même. Donc, au bout d'un moment, on a une espèce d'uniformisation du style. Donc, il va falloir à un moment donné injecter, pardonnez-moi l'expression, mais du sang neuf, des pixels neufs. Et ça va être une autre problématique. Mais là où on va face à un plus grand danger, c'est que les images vont se retrouver sur Internet. Et si moi, maintenant, je mets cette image sur Internet et je dis « c'est une photo d'Irving Penn », si vous n'avez pas les livres, pas la culture, pas le temps, vous allez la prendre comme une photo d'Irving Penn et la présenter comme telle. Des gens s'amusent à faire des mélanges, par exemple, on va faire ce qu'on appelle des mash-ups entre différents artistes et dire, si on prend par exemple Mondrian qui va faire de la peinture avec Van Gogh, qu'est-ce que ça donne ? Et on obtient une image. Et on va donc la poster sur Instagram, sur les réseaux sociaux, en mettant Mondrian, Van Gogh. Mais l'élève, l'étudiant qui ne fera plus ses recherches, il va peut-être croire que c'est vrai, surtout si les personnages, si les artistes étaient contemporains l'un de l'autre. Et donc on va vers la fake news. Ouais, on avance. Voilà, donc les pièges, je vais passer ça très rapidement, je vous explique juste le principe. Le problème des IA, c'est que quand on ne précise pas, elles sont biaisées. Donc là, vous le voyez ici, on a... si je demande juste un pompier, j'aurai toujours la même personne finalement. J'ai toujours un homme en contre-plongée avec un regard déterminé, etc. Parce que c'est finalement dans le corpus qu'elle a analysé, le type d'image qui est la plus représentée, c'est ça. Donc, si vous ne donnez aucune précision sur le pompier que vous voulez, eh ben, il ne sera jamais noir par exemple, ou jamais vieux, ou ce sera jamais une femme. Voilà, j'ai fait un directeur de société, toujours pareil. Un couple gay qui s'embrasse. Ah bah tiens, j'ai mis gay, mais c'est jamais des femmes. Il faut préciser. Vous avez par là, alors en anglais c'est encore plus rigolo parce que j'ai mis flight attendant, mais hôte ou hôtesse de l'air, mais là ce sera forcément une hôtesse qui aura grosso modo plus ou moins toujours le même physique. Donc les IA à force de s'auto-nourrir sans disruption, sans nouveauté, produisent toujours et sensiblement la même chose. Bon, ça je vais passer. Je vous parle très rapidement encore du projet à Gobelin, puisqu'on on a fait un petit peu d'IA à l'école, puisqu'on essaye de former nos étudiants à cet usage presque
dès que Midjourney a été rendu public. Donc là, vous avez des images qui mêlent IA et photographie. Alors, je vous parle du projet de Sofia, qui est une de nos élèves en 3e année. Elle est ukrainienne, son père est proche de la ligne de front et forcément très marquée par les événements. Elle s'est emparée de l'image et a utilisé l'IA pour faire un genre de catharsis par rapport à leur ennemi qu'est Vladimir Poutine. Et donc, elle a décidé de représenter Vladimir Poutine comme un homme seul chez lui, en fait, qui fait la guerre parce qu'il est triste. Et elle a décidé de le représenter ainsi. Et ici, elle a utilisé une véritable photographie qui lui est parvenue du front, donc shootée par son père. Et grâce à l'IA, elle a décidé de transformer l'Ukraine en nouveau Disneyland. Bon, je vous passe toute l'intention artistique derrière parce qu'on n'a pas le temps, mais vous voyez un petit peu ici comment on arrive à des images qui font l'hybridation entre projets artistiques, entre esthétique particulière, génération d'images et véritable photographie. Voilà. Je vous passe très rapidement les photos et vous voyez ce qui a été généré. Donc toujours dans un mélange entre photographie réelle et IA. Je ne vous dis pas ce qui est réel, ce qui est IA, puisque ce n'est pas le sujet. Mais vous voyez ici qu'on arrive quand même à des images très surprenantes. À gauche, vous avez une vraie photo. À droite, l'élève a essayé de la reproduire intégralement en IA, juste à partir de texte, sans que l'IA ne connaisse la photo d'origine. L'IA devait deviner à partir d'une description. Donc il s'est entraîné à décrire. Et voilà. Excusez-moi, j'étais un peu long.